Bonjour Dago, vous nous faites l'honneur de vous présenter? Bon, ben, je m'appelle Dago, Robert Dago, né à Montmartre en 1926. Ma mère travaillait au Moulin Rouge. Et voilà comment je suis arrivé comme ça à être dans les artistes. Vous êtes artiste peintre Dago, dites-moi ce qui a déclenché chez vous cette passion. Passion, j'étais pas peintre au départ. J'ai pas fait d'école, j'ai pas été à l'école. D'ailleurs, mon dernier livre que je viens d'écrire et qui va sortir, j'espère, cette année, s'appelle « Ah, si j'avais été à l'école ». Oui, parce que j'ai été condamné et étant gosse et j'ai pas été à l'école. Alors, je me demande... Alors, la seule école que j'ai faite, c'est l'école des Arts, à la Grande Chaumière à Paris. Ça, j'y ai bien travaillé. Et de là, j'ai pensé que je pouvais faire de la peinture. Donc, depuis quand peignez-vous maintenant? Alors, je suis professionnel à la DAGP depuis le 6 mars 1951. J'ai ma carte, là. 6 mars 1951. Et j'avais peint un peu avant, comme ça, pour bricoler. Et puis après, j'ai compris... Avant, j'étais coureur cycliste professionnel. Et... j'ai compris que là, je n'allais pas non plus gagner ma vie. C'était très dur. Et la peinture, après course professionnelle, j'ai été longtemps transporteur européen. C'est-à-dire, je faisais toute l'Europe, en Europe. Je suis le premier camion, d'ailleurs, qui a été à Moscou après la guerre. Le premier camion qui a fait à Paris-Moscou après la guerre. Et j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai été transporteur international dans toute l'Europe. Et puis après, de temps en temps, je venais place du Tertre. J'avais 8 jours ou 15 jours à faire de vacances parce que je partais longtemps. Je venais sur la place du Tertre peindre. Ça me plaisait de rencontrer ces gens-là. Et alors en plus, ces gens-là n'avaient pas de peinture à l'époque. Ils ne trouvaient pas ce qu'il fallait. Et moi, je ramenais ça de certains pays, que je trouvais ça dans certains pays, et je revendais ça à la place du Tertre. Et c'est comme ça que je suis resté à la place du Tertre, quoi. Vous avez commencé avec des croquis et des affiches, je crois. Je faisais du portrait à la main, comme ça, du portrait à la main. Et puis, en même temps, je travaillais pour la maison MGM, qui faisait les affiches des cinémas de Paris. Alors quand on sait par exemple que l'affiche de la Plastichy, du MGM de la Plastichy, faisait 9 mètres de haut, l'affiche, 9 mètres. Vous voyez un peu le travail. Et on avait toutes les semaines, tous les mercredis, on avait des affiches à fournir pour... voilà. Et puis de temps en temps, quand j'avais un trou, j'allais place du Tertre, faire du portrait, pour l'alimentaire, quoi. Et quand avez-vous commencé à exposer? J'ai commencé à poser beaucoup plus tard, quelques années après. J'ai rencontré Place Beauvau. J'ai rencontré la galerie là, qui est à Place Beauvau, qui touche le ministère de l'Intérieur, la galerie Minet. Et ils m'ont pris, ils ont voulu... Je faisais des choses un peu bizarres à l'époque et ils ont voulu que je vienne chez eux. Alors j'ai été chez eux pendant quelques temps. Et puis j'ai été chez d'autres peintres, d'autres galeries de Paris. Il y a plusieurs galeries. Et une à Montmartre, même deux à Montmartre, je travaillais pour eux. Et puis d'autres dans Paris. Et puis là, j'ai commencé à vouloir bouger un peu, comme j'avais bougé beaucoup en camion, en toute ma vie, là. J'ai voulu bouger un peu, aller à l'étranger, aller dans les pays où j'étais passé d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai été au musée de Prilep, en Yougoslavie. Je suis au musée de Prilep toujours d'ailleurs. Et après j'ai été aux États-Unis, au Canada, enfin un peu partout dans le monde, au Mexique, partout. Parce que j'avais tellement voyagé que j'avais encore envie de voyager, quoi. La preuve, je suis là. J'ai quitté aussi ma patrie pour venir vers ici, quoi. Et je suppose que votre peinture a évolué au fil du temps, avec tous les pays que vous avez visités. La peinture,
Oui, ça a évolué évidemment. Au Canada, j'ai beaucoup travaillé au Canada. Beaucoup, beaucoup au Canada. Puis bon, à l'époque, toujours pareil. Quand j'ai arrêté de faire les affiches, on m'a pris l'administration des sports m'a pris entièrement à 100% pour faire toutes les affiches de sport. C'est-à-dire les Jeux Olympiques, les championnats du monde, tous les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et les derniers Jeux Olympiques que j'ai fait, c'est à Sydney. Maintenant, ça aussi, c'est fait sur Internet. Alors, j'ai arrêté aussi. Mais sinon, je vivais très bien des sports. Le mieux que j'ai vécu de tout ce que j'ai fait, les affiches et tout, c'était le sport. Les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Il y en a partout. Ça, c'est les championnats du monde. C'était le championnat du monde entre la Russie et le Jeux Olympique et le Canada. Le championnat du monde de l'époque. En 77, c'était ça. Je m'en rappelle. Et vous êtes arrivé comment à Saint-Martin? Et à Saint-Martin, je suis venu la première fois avec... c'est un peu spécial. Je suis venu... Je suis parti de Toulon, d'ailleurs, où j'avais rencontré celui qui avait acheté le bateau de Tabarly, le Penwick 2. Il voulait aller en Polynésie. Et moi, j'étais fou de la Polynésie, parce que j'étais un grand copain de Brel. J'ai vécu beaucoup avec Brel. J'ai fait des films avec lui, d'ailleurs. Et j'ai dit, oh, aller voir Brel là-bas et Gauguin, c'est mon rêve, quoi. C'était mon rêve. Et j'ai été le voir là-bas à Toulon, puis il m'a dit, ben, on part quand tu veux. Alors, on s'est organisé. Puis on est parti de Toulon pour aller aux Marquises. Et puis, ben, arrivé ici, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, il m'a laissé ici, quoi. Et lui, il a continué, il m'a écrit d'ailleurs de là-bas. Et il a continué, et moi, j'en pouvais plus. Le Penwick 2, c'était fini. J'en pouvais plus. J'étais mort. D'abord, il y a eu une saleté quand on est arrivé de l'autre côté de l'Espagne, le Cap-Vert. Oui, on est arrivé là-bas, et le copain, il a embauché 2 Belges pour mettre l'eau et l'essence dans le bateau. Ils ont mis l'eau dans le réservoir d'essence et l'essence dans le réservoir d'eau. Je vous dis pas ce qu'on a vécu après. Je vous dis pas ce qu'on a vécu. Il a fallu le vider, mais c'était épouvantable. Et arrivé déjà en Martinique, j'en pouvais plus, mais arrivé ici, j'ai dit j'arrête, j'en peux plus, j'arrête. Et ils m'ont déposé ici. Voilà comment je suis arrivé ici, la première fois. En quelle année? Ah, c'était en 67, ça. Eh oui. Et vous êtes reparti après à Paris? Non, je suis parti en Martinique. Comme je ne voulais pas aller à Paris, il faisait froid. J'ai dit, je vais aller en Martinique. Alors, je suis resté 2 ou 3 ans en Martinique, puis en Guadeloupe, Martinique-Guadeloupe, puis je peignais là-bas. Et puis, je faisais des expos, ça allait très bien. Et puis, j'avais un problème de dos, j'avais mal, puis j'avais mal déjà à ce bras. Et chaque fois que je venais ici, que je passais par ici, par Saint-Martin, j'avais moins mal. Ce qui voulait dire, c'était plus sec ici. Maintenant, c'est pas tout à fait le cas, mais à l'époque, c'était plus sec. Alors, j'ai dit, je vais rester à Saint-Martin parce qu'on est beaucoup mieux au niveau du dos et des épaules. C'était beaucoup plus sec. Et je suis resté à cause de ça, à cause du dos et de tout ça. Vous faisiez de la sculpture également? Beaucoup sur bois. J'aimais beaucoup le bois, beaucoup sur bois et sur marbre, mais surtout sur bois. Il y avait des endroits aux États-Unis où on pouvait se grouper à plusieurs et faire de la sculpture sur bois. Et oui, dans le nord des États-Unis. Et j'aimais beaucoup faire ça. J'allais beaucoup chez eux. Je suis encore allé il y a 2 ans, là, les voir. Mais j'en fais plus, ça je fais plus. Et durant toute cette vie, je suppose que vous avez rencontré beaucoup d'artistes. J'ai rencontré, oui, beaucoup d'artistes et je me suis marié 5 fois. Vous voyez. Dans 5 pays différents? Non, une fois en Amérique, une fois aux États-Unis, à Nouvelle-Orléans,
en Louisiane. Mais non, les autres fois en France. 5 épouses, qui sont par là. Ils sont toujours vivantes. Mais oui. Dans les personnages que vous avez rencontrés, certains vous ont-ils particulièrement marqué? Ah oui, oui, terriblement. Il y a Charlie Chaplin, c'est celui qui m'a le plus marqué du monde. J'ai rencontré De Gaulle et tout ça, mais De Gaulle m'a rien fait du tout. C'est que Charlie Chaplin m'a touché. Charlie Chaplin, Brel, évidemment, parce qu'on était très copains. J'étais très copain avec Brel et Nougaro. Mais non, De Gaulle m'a pas... Et Picasso? Picasso, oui, Picasso, c'est vrai, Picasso. Picasso m'a touché parce que il m'a décoré d'ailleurs d'une distinction vis-à-vis de la peinture. Mais je sais pas, Charlie Chaplin, c'est celui qui m'a le plus touché. Je sais pas pourquoi. Ben si, je suis d'une époque où les films de Charlie Chaplin étaient courants. Hein. C'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Hein. On voyait plus de films de Charlie Chaplin qu'autre chose. Puis il y a des gars comme Michel Simon. J'ai beaucoup été avec Michel Simon, qui était vraiment un ami. Mais les gens qui m'ont touché dans le monde, il n'y en a pas tellement, finalement. Cahuzac ne m'a pas touché. Mais Charlie Chaplin, oui. Pour en revenir à la peinture, je vois un chevalet derrière vous. Il a une histoire, je crois. Alors celui-là, ben, c'est le chevalier de Toulouse-Lautrec. Oui, il a une sacrée histoire, oui. Mais bon, il a surtout 100 ans ou 140 ans. Pouvez-vous nous parler de sa particularité? La particularité, c'est que je l'ai eu par hasard parce que c'est un ami, j'avais un grand atelier à Paris, à Montmartre, un bel atelier d'ailleurs, qui était à côté de l'atelier de Toulouse-Lautrec, l'ancien atelier de la Toulouse-Lautrec à Montmartre, parce qu'il avait un atelier à Montmartre pendant pas mal de temps. Et quand il a quitté Albi, il est venu à Montmartre. Et puis il y a un ami qui est très connu, enfin qui a été très connu, et puis qui maintenant on en parle moins, mais moi j'ai aussi beaucoup avec lui, qui a été un poète extraordinaire, qui n'est pas tellement connu par les gens, qui est bizarre, alors qu'il a une rue à Paris, porte une rue à Paris, c'est quand même quelque chose d'avoir une rue à Paris. Et ce gars-là, il faisait de la peinture, il faisait pas... à l'époque, il n'écrivait pas, il faisait de la peinture. Et un jour, il a décidé de ne plus faire de peinture et d'écrire. Et il a voulu faire une dernière exposition de ce qu'il faisait. Il a fait une dernière exposition dans mon atelier à Montmartre. Et puis, l'équipe qui s'occupait de ça, c'était la télévision française, qui s'occupait de ça, de lui faire une exposition, de lui faire vraiment une vraie exposition avant qu'il arrête de peindre. Et ils sont venus me trouver, ils m'ont dit « Est-ce que vous avez des chevalets ?» J'ai dit « Non, j'ai 2 ou 3 chevalets comme ça, mais j'en ai pas. » Il m'a dit « Il me faudrait pour sa grande toile qu'il a là, il me faudrait un bon chevalet. » Alors il est venu chez moi, puis il m'a dit « Écoutez-moi, il y a l'atelier de Toulouse-Lautrec qu'on va faire, on va faire une émission sur lui aussi, sur Toulouse-Lautrec dans les jours qui viennent là. On va en profiter pour en prendre un chevalet, qu'il a plein de chevalets lui. On va lui prendre un chevalet et on va le mettre chez vous, si ça vous dérange pas. Et on le reprendra après. » Et puis, il a mis le chevalet chez moi. Lui a fait son exposition, très bien, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et puis la télévision n'est pas revenue chercher le chevalet. Et le chevalet, il s'est passé qu'il est reparti chez ce gars-là, qui s'appelait Bernard Dimet. Vous ne connaissez pas Bernard Dimet?
Oh là là, c'est pas possible. Vous connaissez pas Bernard Dimet? C'est pas possible. C'est incroyable. Bernard Dimet, vous tapez Bernard Dimet sur... vous allez voir ce que vous allez voir de Bernard Dimet. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et Bernard Dimet, bon, finit son exposition, il rentre chez lui et il ramène le chevalet chez lui. Je dis, mais ils vont venir le chercher. Je dis, mais je leur dirai que tu l'as emmené. Bon, c'est bon. Mais Bernard Dimet ne payait jamais rien de sa vie, il n'a jamais rien payé, aucun impôt, rien. Et tous les ans, il était saisi. Bernard Dimet, c'était un cas exceptionnel. Et l'année suivante, quoi, les huissiers viennent chez lui, ils lui saisissent le chevalet, sans savoir que c'était pas à lui. Et il l'emmène à Drouot, et il m'appelle aussitôt, il me dit, tu sais, mon chevalet là, il est à Drouot, si tu le veux, tu peux l'acheter. Et il me donne l'adresse, tout, enfin il me donne tout ce qu'il fallait, et j'ai été l'acheter. Et je l'ai acheté, et il avait encore sa toile dessus, ils ont tout emmené. Et il lui emmenait tout, les chaises, les tables, il lui volait tout, tous les ans. Il n'a jamais rien payé un sou, jamais. Alors, j'ai été à Drouot, puis j'ai acheté à Drouot, donc il est à moi, maintenant. Mais c'est celui de Toulouse-Lautrec, ça j'en suis sûr. Voilà l'histoire de Toulouse-Lautrec. Sinon, bon, on ne l'a pas connu, il est mort à 37 ans, hein, Toulouse-Lautrec. Il est mort jeune. Vous auriez aimé vivre à cette époque en tant que peintre? Voilà, en tant que peintre, oui, j'aurais voulu vivre début du siècle, fin de l'autre siècle. Oui, je pense qu'il y avait une liberté, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a même pas tellement la liberté. Hein. Non, non. S'en tenir à ce que font les autres pour vivre. Vous avez, je crois, écrit quelque chose sur ce thème qui vous tient particulièrement à cœur. Mais ça me tient à cœur, c'est un peu une réflexion, quoi. C'est une réflexion, en somme. Voilà, il fallait chercher mes lunettes. Voilà, autre chose. Je crois que chaque membre de la société a le droit de vivre et de jouir d'un mode de vie en accord avec son travail. Je crois que chaque membre de la société a le droit de vivre et de jouir de mode de son travail. Le mode en accord avec son travail. Il arrive, un artiste a du mal à vivre. C'est donc que la société est mal organisée. On peut retorquer que l'artiste fait un travail inutile, alors qu'un homme qui fait quelque chose qui a de la valeur en termes d'argent enrichit la nation. Je répondrai que seul l'artiste enrichit la nation à travers son œuvre. Il ne meurt jamais. L'œuvre continue à vivre et quelquefois, ça arrive, enrichit la nation. C'est vrai. Ça a été vrai pour lui. Oui, j'avais écrit ça, j'en voulais l'envoyer à la com. J'ai fait ça l'autre jour pour envoyer à la com. Mais enfin bon, ça ne changera rien. Dago, votre vision d'un monde idéal? Le monde idéal, oui, c'est d'avoir un père et une mère. Moi, j'ai pas eu. Pas été à l'école. Alors, je trouve qu'on manque quand même beaucoup de choses. Faut aller à l'école. À moins qu'on invente autre chose, mieux peut-être maintenant. Peut-être ils trouveront autre chose. On ira peut-être plus à l'école. Peut-être qu'il y aura autre chose. Je sais pas. De toutes vos œuvres, vos toiles, vos affiches, y en a-t-il une que vous préférez? Ben, déjà, celles que j'ai chez moi, les plusieurs que j'ai chez moi, là, c'est tous des concours, c'est des concours. Moi, j'aimais faire des concours. Aujourd'hui, il n'y a pas de concours. On ne te dit pas, l'État ne te dit pas, faites quelque chose pour telle ou telle chose, pour telle... Tant que moi, j'ai vécu de ça, j'ai vécu du concours, quoi. C'est-à-dire que
fallait se battre pour être le premier. Voilà, moi, comme pour en vélo, pareil. Fallait se battre pour être le premier. Et les affiches et tout ça, c'était ça aussi. Fallait se battre pour être le premier, parce que c'était la première affiche, celle qui était le plus estimée, qui était choisie. Parce que on était 80 ou 120 là-dedans, dans cette baraque. Et tous les mercredis, tous les mardis, c'est-à-dire pour le mercredi, tous les mardis, ils choisissaient celle qui avait été pour eux la meilleure. Donc il fallait se battre toutes les semaines, il fallait se battre pour être le meilleur pour l'affiche, pour être sûr d'avoir l'affiche. Et j'ai adoré ça dans le théâtre, le cinéma et le sport. Le sport, pareil. On t'imposait certaines choses aussi. On te disait, voilà, il faut mettre cette personne-là, ou il faut mettre ça, mais pas l'autre, faut pas. Il y avait toujours un truc qu'il fallait quand même choisir. Pour le sport, c'était pareil, hein. Les Jeux Olympiques, tout ça, c'était pas rien du tout. On t'obligeait à ça, on t'obligeait à ça. Là, les affiches que j'ai de l'autre côté, c'est toutes des affiches de concours. Et j'ai toujours gagné les concours. Enfin, chaque fois que j'ai pu, j'ai gagné les concours. Moi, j'ai toujours combattu en concours. D'ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai été légionnaire. 5 ans de légion, tu vois. Quand tu parles de la Légion, on sait qu'on parle de l'Indochine et tout ça, hein. Bon. Eh bien, la Légion, c'était le concours. C'était celui qu'il fallait être le mieux, qu'il fallait tout faire de mieux. Il fallait être le premier. Oui, moi, c'est vrai que les affiches, tout ça, c'était du concours. Fallait être le meilleur. Fallait être le meilleur pour avoir l'affiche. Tu te rends compte d'une affiche du championnat du monde, une affiche des championnats du monde, une affiche des Jeux Olympiques, mais c'est formidable, c'est fou. Tu la vois partout, c'est fou d'être le premier. Et si t'es pas le premier, c'est pas la peine. T'es pas le premier, t'es pas la peine. C'est vrai. D'ailleurs, quand je faisais les affiches de sport, la dernière que j'avais faite, c'était le championnat de France à Ploué, en Bretagne. Ploué était la ville des championnats de France de vélo. Et l'affiche, j'avais fait uniquement le premier, et les autres, c'était abstrait, quoi. Parce que être deuxième ou troisième, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut ou gagner ou rien faire. Comme le Tour de France, comme tout ça, quoi. Faut gagner ou rien faire. Ça, c'est quelque chose que j'étais très, très dur là-dessus. Très dur. Pour une affiche, j'aurais travaillé des mois pour être sûr d'être le premier, quoi. Ah, mais... Eh bien, Dago, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Ben, au revoir à tout le monde et merci beaucoup d'être venu me visiter. Je suis content si tous les jours il peut y avoir ça. Faut parler d'anciennes choses. Ben oui.